Donc, je vais introduire Jean-Paul Thuillier qui va nous parler du siège des 4 factions du cirque du Champ de Mars, retour sur les fouilles du Palais Farnèse. Ah, merci. Merci. Voilà, je ne voudrais pas commencer sans remercier moi aussi Philippe Fleury et Sophie Madeleine pour la gentillesse de leur accueil et surtout peut-être encore plus aujourd'hui leur sens de l'organisation. Alors j'en viens donc à mon sujet. Personne ne doute aujourd'hui que les écuries des 4 factions du cirque aient été situées dans la zone du Champ de Mars méridional entre les ponts Mazzini et Sisto, entre Tibre et Corso Vittorio Emmanuel II, pour donner des limites assez grossières, mais facilement repérables. Je me contente de renvoyer ici, dans un premier temps, à l'article très clair qu'a écrit Filippo Quarelli pour le Lexicon Topographicum, en rappelant que cette situation un peu surprenante au premier abord, pour qui pense seulement à l'éloignement du Circus Maximus, s'explique au contraire très bien si l'on songe que se trouvait là, en direction du Pons Neronianus, le Trigarium. Ce dernier était un cirque assez petit, mais suffisant, pour l'entraînement des chevaux et des cochers, qui pouvaient en effet rejoindre cette piste sans avoir à faire un long déplacement. Ce Trigarium, qui tire son nom du trige, du char attelé à 3 chevaux, existait bien avant l'apparition des factions et de leur stabula, puisqu'il remonte certainement à l'époque étrusque de l'Ourps, les Étrusques ayant été les seuls à pratiquer ces courses de trige que les Romains adopteront plus tard. Les indications transmises par les catalogues des régionnaires, l'identification par Rodriguez Almeida sur le plan de marbre sévérien d'un Vicus Stablarius correspondant aux rues de la Regola, Capo di Ferro, Monserrato, un toponyme in Prasino lié à la basilique de San Lorenzo et donc au site du palais de la Chancellerie, ainsi que diverses inscriptions, tout allait dans le même sens pour retrouver là le quartier des écuries du cirque romain. Mais ce sont surtout des fouilles archéologiques menées dans ces 3 dernières décennies qui ont permis de préciser un peu les choses sur l'emplacement exact de 2 de ces couleurs. Après avoir résumé l'apport de celle-ci et commenté quelques conclusions des publications, je voudrais revenir sur les résultats d'une fouille que j'avais moi-même dirigée dans les caves du Palais Farnèse en 1974. Vous voyez, on parle beaucoup des caves du Farnèse en ce moment, de l'école française, qui nous donne peut-être plus d'indications qu'on ne l'avait alors pensé. C'est des fouilles que j'avais menées avec mes amis Yvon Thébert et Patrice Pommet. C'est la faction verte, la Prasina, qui était jusqu'il y a peu la mieux identifiée, en raison en particulier de ce toponyme que je signalais plus haut, et l'emplacement de son siège sous le palais de la Chancellerie et d'abord sous la basilique de San Lorenzo in Damaso était une donnée reconnue. Mais voilà que lors de fouilles menées à partir de 1988, Massimo Pentiricci a pensé identifier les écuries elles-mêmes de la Factio Prasina dans le plan de 2 édifices successifs, l'édifice A1 de l'ère flavienne, donc c'est ce qui est marqué A ici sur le plan, et l'édifice C3 de l'ère constantinienne que je vous présenterai après. Oui, là, nous sommes dans le cas du Largo Perrosi dont je vais parler après. Pour ne pas parler des phases intermédiaires, ce plan se traduisant par la présence de nefs étroites et allongées destinées à accueillir les chevaux. Ces conclusions ne sauraient cependant être accueillies sans réserve, en particulier parce que les stabula disparaîtraient pour laisser la place à la basilique chrétienne un peu après le milieu du IVe siècle, c'est-à-dire à un moment
où les Ludi-Carkenses sont bien loin de connaître le déclin, ce qui de fait soulève une question épineuse. Massimo Pentiricci met en avant les liens entre le pape Damas et la Factio Prasina, la proximité de la maison familiale du pontife et le fait que l'édifice religieux pouvait facilement s'adapter aux structures architectoniques de l'écurie. Il faut enfin imaginer que dans la seconde moitié du IVe siècle, les chevaux et tout le personnel de la couleur verte auraient été transférés dans d'autres locaux, par exemple ceux d'une couleur alliée, mais une telle solution entraînait à l'évidence surpopulation et difficultés techniques d'organisation. Ces difficultés d'interprétation ne se posent pas, en tout cas, pour les fouilles plus récentes menées sur le Largo Perossi à la hauteur du pont Mazzini. Donc là, je reviens sur je monte encore quelques fouilles de la Factio Prasina, l'édifice C3 d'époque constantinienne. Et voilà justement un plan d'écurie sur lequel je vais revenir. Donc les fouilles menées sur le Largo Perossi à la hauteur du pont Mazzini, là où un parking devait être construit, peut-être qu'il est construit maintenant, je ne sais pas. La fouille dirigée par Fedora Filippi a en effet mis au jour une structure remontant à l'époque augustéenne et composée de 7 nefs allongées, 7 nefs allongées de 35 mètres sur 4 mètres en moyenne de largeur, dotées d'un pavement en opus picatum. Un plan qui correspond bien à ce que l'on connaît des écuries pour chevaux, en particulier dans les forts militaires de Grande-Bretagne. C'est celui que je vous montrais avant. Et regardez bien cette image parce que vous en verrez une autre très proche plus tard. Dans une deuxième phase, datée de l'époque d'Adrien, ces stabula, toujours pavés en spicatum, reçoivent au centre des nefs et sur la largeur de 3 nefs, donc ici à droite, une construction en pie interprétée de façon convaincante par les fouilleurs comme étant une sorte de manège destiné à faciliter la circulation et les exercices des chevaux. L'ensemble aurait une superficie de 1400 mètres carrés environ et aurait pu accueillir une centaine de chevaux. Mais si le plan des vestiges mis au jour est déjà en lui-même significatif, toute ambiguïté sur leur identification est levée par le fait qu'on a aussi trouvé là une inscription révélatrice datée de la fin du IIIe siècle de notre ère. Malgré le caractère très lacunaire de ce fragment d'une plaque de marbre blanc, on peut lire sur la deuxième ligne le mot « roussa », qui fait évidemment allusion à la faction des Rouges, Roussata, dont les stabula étaient bien là, tout près du Trigarium. On a aussi lu plusieurs lettres R peintes en rouge sur des blocs destinés à la construction et qui pourraient, à titre d'hypothèse, renvoyer à ces mêmes rouges. Pour l'éditeur Gianluca Gregori, l'éditeur de l'inscription, les lettres Roussa devraient évoquer les Roussatiani, autrement dit les tifosi, les supporters de la faction rouge, plutôt que la faction elle-même. Même si son argument, fondé sur l'absence du mot factio ou du mot grex, qui ne pourrait pas rentrer là, n'est pas pertinent, il est tout à fait raisonnable d'accepter cette hypothèse puisque les supporters étaient évidemment bien présents dans les locaux de leur couleur favorite pour venir admirer cochers et chevaux vedettes. Des salles particulières, une sorte de clubhouse, leur étaient certainement affectées. Et d'ailleurs, dans les 2 fouilles évoquées jusqu'ici, on a repéré des édifices résidentiels qui pourraient bien avoir eu cette fonction. Si Caligula passait son temps chez les Verts avec son cheval Incitatus, pour cette période haute
la fouille du palais de la Chancellerie n'a pas livré de vestiges marquants, il est assez émouvant de penser que le plus célèbre conducteur de quadrige de tous les temps, Dioclès primus agitator factionis russatae, ou encore eminentissimus omnium agitatorum, a dû fréquenter assidûment les stabula du Largo Perosi dans leur seconde phase, celle d'Adrien, puisque sa carrière s'est inscrite entre les années 122 et 146. Serait-ce pour lui, et grâce à ses gains, il avait gagné aux alentours de 35 millions de sesterces, que cette reconstruction des locaux aurait été décidée et menée à bien. Pour s'en tenir à la seule Ourps, ce n'est d'ailleurs pas la seule mention de ses supporters des Rouges. Un fait qui n'a rien d'étonnant, dans la mesure où, contrairement à ce que l'on croit trop souvent, en accordant une prééminence excessive au vert et au bleu, la couleur rouge n'avait apparemment rien de secondaire. Que Dioclès, le plus grand cocher de tous, ait fini sa carrière chez les Rouges, et qu'il ne soit pas le seul agitator rouge célèbre, sont évidemment significatifs, et contredisent en tout cas pour cette période haute la hiérarchie souvent établie entre les couleurs. Gianluca Gregori cite et analyse de façon juste une inscription figurant sur une plaque de marbre moulurée datée de la seconde moitié du IIe siècle et malheureusement de provenance inconnue, sur laquelle il est question d'un personnage nommé Aulus Postumius Tantalus, qui a été Russatianus, Aquilonianus, Noricianus, autrement dit, tifoso des Rouges et de 2 chevaux de cette faction, Aquilo et Noricus. Cette interprétation à propos des 2 chevaux en question n'a pas été acceptée par d'autres, mais elle semble incontestable en raison de la formation de ces adjectifs, parallèle à celle de Russatianus, et surtout parce qu'on sait très bien que les chevaux suscitaient chez les fans des jeux du cirque la même passion, le même engouement que les cochers. Il suffit de regarder les textes, je rappelle Caligula et Incitatus, les inscriptions et tous les produits dérivés, peut-être encore plus, pour se rendre compte que les images et les noms des chevaux étaient aussi populaires que ceux des conducteurs de chars, sans parler de leur prix, dans tous les sens du terme. Tout en redonnant toute leur place aux rouges, il n'est pas question d'abaisser pour autant l'importance des verts et des bleus dans la vie du cirque romain. Je passe rapidement là-dessus parce que j'en ai parlé ailleurs. Il est vrai qu'ils apparaissent très souvent dans les sources littéraires, mais les rouges ne sont pas absents non plus de ce domaine, et les préférences des empereurs semblent s'être limitées à ces 2 factions. Ça, c'est plus étrange. Par ailleurs, leur prééminence à l'époque byzantine, mais les 2 autres couleurs existaient encore, contrairement à ce qu'on croit souvent, a conduit à braquer les projecteurs, surtout sur elles, à Rome aussi, et dans un temps plus ancien. Bien entendu, les tifosi des verts, les Prasiniani, ou des bleus, les Venetiani, ne sont pas oubliés dans les sources littéraires et épigraphiques. En revanche, ces mêmes sources ne citent jamais les tifosi de la faction blanche qui devaient s'appeler Albatiani. Même si on ne peut exclure le hasard des découvertes, force est de constater que cette couleur ne semble pas avoir bénéficié d'une popularité égale à celle des 3 autres. Ainsi, les palmarès de grands cochers blancs sont assez rares, et il est révélateur, lorsqu'on examine les transferts de ces cochers au cours de leur carrière, de constater qu'aucun agitator célèbre n'a terminé chez les Blancs. La faction blanche était-elle le parent pauvre du cirque romain ? Pour en revenir au siège de ces écuries, nous pouvons donc situer aujourd'hui en toute certitude celui des Rouges, et les critiques formulées à l'égard des fouilles du palais de la Chancellerie ne nous empêchent pas de localiser ici même le siège des Verts pour d'autres arguments que j'avais signalés avant. Le palais Farnèse, venons-en aux choses les plus importantes naturellement, a souvent été considéré comme un bon candidat pour une 3e couleur, et on lui a même curieusement attribué les bleus, bien qu'aucun élément ne justifie cette conclusion. C'est la présence d'une étonnante mosaïque aux cavaliers
qui a conduit à voir là le siège d'une des factions, même si ce motif a été considéré avec des réserves à propos de cette attribution. Je reviendrai sur cette mosaïque en noir et blanc pour montrer qu'elle n'est pas un document un peu marginal dans l'univers du cirque, comme on en a eu trop tendance à le dire, mais je veux surtout, dans un premier temps, comme je le disais en introduction, réexaminer notre fouille archéologique de 1974 menée dans les caves du palais. Oui, je suis désolé, c'est une fouille qui remonte à une époque où certains d'entre vous n'étaient pas nés et qui est bien triste pour moi, mais il faut bien donner les références précises. C'est précisément la galerie est de ces caves qui m'avait été confiée, cependant que Weber et Pommet s'attaquaient à d'autres couloirs. Pour des obligations pratiques, seule une tranchée assez étroite avait pu être ouverte, mais la fouille a cependant permis de mettre au jour 4 murs en briques tout à fait parallèles, séparés par des distances de 4 mètres, de 2,40 mètres et de 3,75 mètres. Un opus spicatum a pu être repéré par endroits. Quant à la datation, elle n'avait pu être établie avec une grande certitude, mais on s'était orienté vers la fin du 1er siècle de notre ère, règne de Domitien peut-être, avec des réfections en tout cas d'époque sévérienne. Le plan de ces vestiges, voilà un plan et une coupe. Le plan de ces vestiges ainsi apparus nous avait intrigués, mais les limites de la fouille que vous avez pu constater ne nous avaient pas incités à aller très loin dans nos réflexions. Et en ce qui me concerne, je m'intéressais alors surtout aux Étrusques et pas encore aux Ludi Circenses romains. Mais aujourd'hui, avec ce que l'on sait du plan des écuries romaines, en particulier pour la cavalerie militaire, et avec ce qu'ont apporté les récentes fouilles que j'ai résumées précédemment, je me demande si on n'avait pas mis au jour, en 1974, un tronçon de ces fameuses stalles étroites et allongées qui forment une structure essentielle des stabula. Je crois malheureusement... Oui. Je vais essayer de revenir rapidement. Voilà. Sur le fort de Ilkley en Grande-Bretagne, et vous voyez que la fouille n'avait pas donné beaucoup plus d'éléments que nous en avons trouvé dans la fouille du Farnèse. Or là, il n'y a vraiment aucune hésitation, c'est un fort militaire, et ça ne peut absolument pas être autre chose. Donc dans Ilkley, dans le nord de l'Angleterre, ce rapprochement me paraît assez significatif. La largeur des stalles serait alors dans les moyennes connues, c'est-à-dire autour de 4 mètres. Et la largeur de 2,40 mètres que j'ai citée tout à l'heure pourrait être celle d'un couloir de service. Par ailleurs, il est normal d'avoir un sol en dur tel qu'un opus spicatum. Naturellement, dans un autre contexte archéologique, étant donné le caractère limité des vestiges mis au jour, on aurait pu songer par exemple à des boutiques, à des auréas. Mais le caractère bien particulier de cette zone du Champ de Mars conduit à privilégier l'interprétation d'écuries pour chevaux. Et je renvoie là encore à tout ce qu'a pu écrire Filippo Quarelli sur cette zone. Il me semble aussi, dans cette perspective, qu'il est juste de réévaluer l'aspect proprement sportif de la mosaïque aux cavaliers. Roger Hanoun, qui s'était bien sûr chargé de cette étude dans l'article commun que nous avions publié dans les Méphras, dans les mélanges de l'école française, Hanoun a fait remarquer avec raison que les cavaliers voltigeurs ne sauraient être des sultores, donc des cavaliers acrobates, puisqu'ils n'avaient qu'un seul cheval et ne portaient pas l'équipement canonique du desultor, bonnet, un pileus, un pagne et un fouet.
et il les resituait dans le cadre d'un champ de Mars voué à l'équitation en général, selon la belle description de Strabon. Mais comme j'ai essayé de le montrer à partir de divers documents, surtout épigraphiques, le programme officiel des Ludi Kirkenses comprenait aussi des cavaliers acrobates à un seul cheval et qui devaient porter le nom de courseresse. Et d'ailleurs, comme Georgeville l'avait noté il y a longtemps, le terme même de desultor s'est sans doute appliqué dans un premier temps à ces courseresses qui sautaient à terre pour courir, d'où le nom de courseresse, alors que les desultores à 2 chevaux, qui sautaient donc d'un cheval sur l'autre, auraient dû s'appeler en toute logique transultores et non pas desultores. Et donc là, je ne veux pas développer ça puisque j'ai fait un article particulier à ce sujet. Bien entendu, la mosaïque montrait ces courseresses à l'entraînement sans leur équipement, mais comme Hanoun l'avait déjà bien vu, leur coiffure suffisait à les caractériser comme des professionnels du cirque. Et je dirais, moi, de jeunes professionnels du cirque. Ce pavement, situé dans la galerie ouest, cette fois des caves du Palais Farnèse, devait donc décorer une des salles résidentielles du siège de l'écurie en question, par exemple celle du clubhouse des supporters de la faction. Quant à la mosaïque marine de la galerie nord, elle appartenait sans doute à une partie thermale de l'édifice. Il en était probablement de même pour le siège de la faction rouge, puisque la fouille du Largo Perosi a mis au jour, à proximité des stalles de l'écurie, les vestiges de thermes, mais il est vrai que les conditions de cette fouille n'ont pas permis d'établir sans ambiguïté l'appartenance de tous ces vestiges à un seul et même édifice. Mais si l'existence d'un siège d'une faction à l'emplacement du Farnèse paraît désormais assurée, de quelle couleur s'agit-il? Nous avons le choix entre les blancs et les bleus, entre l'Albata et la Veneta. Lanciani, suivi par d'autres, avait parlé des bleus, mais aucun indice probant ne peut valider ce choix. Bon, à titre personnel, j'aimerais mieux que ce ne soit pas le siège des blancs, non pas à cause du symbolisme politique, encore que, mais parce que, comme on l'a vu, cette écurie semble avoir été la plus faible sur le plan sportif. Bon, les préférences personnelles n'ont rien à faire dans cette histoire et on restera donc sur cette alternative. Et de toute façon, malheureusement, les rouges et les verts sont déjà pris. En conclusion, je terminerai donc plutôt sur une autre question et sur d'autres couleurs. Nous connaissons maintenant l'emplacement de 3 factions. Où situer le siège de la 4e couleur, que ce soit la Veneta ou l'Albata? Fedor Filippi a fait remarquer qu'il y avait 300 mètres entre les rouges et les verts, et il en serait à peu près de même entre le Largo Perosi et le Farnèse. Même si on a évoqué, mais sans argument probant, d'autres sites comme celui du Palazzo Baracco, on peut aussi penser que la 4e faction se trouvait quelque part à l'intérieur du triangle défini par les 3 premières. Il y a là en effet un espace suffisant et toujours proche du Trigarium qui doit rester le repère par excellence dans cette question. On sait enfin, et je vais terminer là-dessus, que Domitien avait créé 2 autres couleurs, la dorée et la pourpre. Mais a-t-on construit des édifices nouveaux pour ces 2 nouvelles couleurs? Leur existence apparemment éphémère suffit à faire pencher pour une réponse négative, et il faut supposer qu'elles partageaient les locaux d'une autre couleur avec laquelle elles auraient noué des liens particuliers. En se plaçant sur le seul plan chromatique, on verrait bien les dorés avec les blancs et bien sûr les pourpres chez les rouges. En réalité, voilà, je ne sais pas si je vous ai montré tous les... Donc là, vous avez donc l'ensemble des 10, le Farnèse, à le Palais de la Chancellerie, et 3, je crois, si je... 5, pardon, les fouilles du Largo Perosi. En réalité,
on n'a peut-être pas lu avec assez d'attention les catalogues des régionnaires. Je me réfère là à l'édition Nord, en attendant mieux, naturellement. Pour cette zone du Champ de Mars, d'autant plus qu'il va s'agir de chiffres. C'est-à-dire le Quercus flaminius. Il y est en effet question de stabula quatuor factionum sex, avec le génitif pluriel. Stabula quatuor factionum sex. Ainsi, il y avait bien 4 écuries, 2 ou pour 6 factions. Il est donc inutile de s'interroger plus avant sur ce dernier point. Il y a toujours eu seulement 4 stabula. Et en tout cas, je me rappelle, Filippo Quarelli, je termine là-dessus, avait fait remarquer que ce lemme était en tête de la liste des édifices et que c'était quand même quelque chose d'assez révélateur. Or, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que l'importance des jeux du cirque et des factions existe et est attestée, pas seulement dans l'Antiquité tardive. On est toujours attiré, je dirais presque hypnotisé par le cas de Byzance. Mais en réalité, tout se trouve déjà à Rome même, dès le 1er siècle, et en tout cas au 2e siècle, de façon certaine, de notre ère. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Paul. Est-ce que nous avons le temps de poser quelques questions pour... Quelqu'un veut-il ajouter une touche de couleur à tout cela? Un petit coup de pinceau? Non? Non. Apparemment, non. Donc... Quoi? Ah, pardon. Je cherche vraiment à remettre le micro en marche. Le Trigarium, il est bien localisé ou pas? Alors, je devrais presque là laisser la parole à Filippo. Oui, il est bien localisé. Il est assez bien localisé, correspondant à une partie de la Via Giulia, si tu veux, en gros, pour... hein. Oui, il apparaissait, je ne sais plus s'il apparaissait... Non, non celle-là, ça ne va pas. Hein? Oui. Oui, en effet, entre le Largo Perosi et le pont Victor Emmanuel, il y a une zone pratiquement vide de construction ancienne. Et de l'autre côté, il y a le pont, justement. On a trouvé en 1930 les actes. Déjà, on en avait trouvé des fragments auparavant au XIXe siècle, les actes des Ludi Seculares, donc, qui se passaient au Tarentum, qui est donc le sanctuaire archaïque de la terre, d'Idis Pater Proserpine, où on célébrait tous les 100 ou 120 ans le jeu séculaire, et qui est lié à une piste de course, parce que justement pendant ces jeux, sur un hôtel souterrain qu'à chaque fois on allait chercher, il y avait des courses de quadrige qui se passaient dans un terrain qui, forcément, un cirque demande quand même au moins 300-400 mètres de longueur. Et je crois que donc il se trouve juste à côté. Il n'y a pas une... Bon, enfin... sur la rive gauche du Tibre, entre, si vous voulez, San Giovanni dei Fiorentini, le pont Vittorio Emanuele, et justement le Largo Perosi, qui est justement à côté du lieu où devrait y avoir les carceres. À la hauteur du Ponte Mazzini, là, qui est là. Oui. Le Largo Perosi. Ça, c'est l'endroit où se trouve le Tarentum, pour différentes raisons. Et là, c'est à peu près la faction Russata. Et puis, les deux autres se trouvent là. Donc, cet espace qui fait à peu près 400 mètres vide devrait correspondre au Trigarium, qui d'ailleurs, on trouve dans le catalogue régionnaire avec les Stabula Factionum. D'ailleurs, dans
la région du Circus Flaminus. Le premier lemme, c'est Stabula, les Stabula de 4 factions. Ensuite, il y a Duos Sedes. Je ne veux pas entrer là dans la question, mais c'est probablement les 2 temples qui étaient dans le Tarentum, à mon avis. Et finalement, le Trigarium, qui se trouve obligatoirement... qui est à cet endroit-là, je crois. Il n'y a pas d'autre solution. Enfin, au fond, c'est ma solution, moi. Ce n'est pas celle de Quilici, mais ça, je crois que c'est une confirmation de ma thèse. Merci. Merci. Donc, il ne nous reste plus qu'une seule écurie à trouver. Absolument. Bien. Je Merci laisse la- beaucoup, Françoise.